parler du nano-laser dans la chirurgie de la cataracte. Et avant le débat entre vous et Monsieur Hajej, donc je vais parler du laser nanoseconde dans la chirurgie de la cataracte. En fait, cette technologie est différente de la femtoseconde. En fait, la femtoseconde, comme il a précisé Dr Grissa, c'est une assistance à la phacoémulsification. Donc, elle prépare l'œil pour l'intervention des US. Le nanolaser, il va substituer les ultrasons qu'on utilise. Donc, il va substituer la pièce à main. Et au lieu d'utiliser des ultrasons, on va utiliser du laser pour photofragmenter le noyau. Donc, on aura moins d'énergie à délivrer dans le globe oculaire. Donc, cette chirurgie par laser, donc, elle est en vogue actuellement depuis 10 ans. Et les gens, les auteurs, ils ont testé, comme il a précisé Dr Grissa, depuis longtemps, cette chirurgie guidée par laser ou assistée par laser. Actuellement, on a des machines et des plus performantes et qui peuvent nous permettre de substituer cette phacoémulsification aux ultrasons. Il reste à nos jours le gold standard. Mais son inconvénient majeur, c'est l'importante dissipation d'énergie dans le globe oculaire. La femtoseconde diminue, c'est vrai, diminue cette énergie dissipée, mais les ultrasons restent nécessaires pour retirer le cristallin. Donc, en fait, ce principe de ce laser, c'est de l'Nd:AG pulsé à 1064 nanomètres. Ce laser est transféré par la console du laser vers la pièce à main, laser, grâce à une fibre optique, focalisé grâce à une plaque de titanium sur le cristallin. Donc, il n'y a que l'extrémité qui va chauffer de la pointe de la pièce à main. Donc, cette plaque de titanium va transformer le choc du laser contre cette plaque, va transformer le laser en énergie vraiment localisée autour d'une cône d'énergie sur le cristallin qui va le photo fragmenter et puis la pièce à main va l'aspirer. Donc chaque impulsion délivre 3 à 5 millijoules dans une série de 4 nanosecondes. L'onde de chaque, comme je dis, elle est localisée à l'extrémité de la probe. C'est pas comme l'US où tout le phacotype qui bouge et qui va délivrer énormément d'énergie dans le globe oculaire, dans la chambre intracamérulaire. Donc la pièce à main elle est coaxiale, on peut travailler en 2-2. L'extraction du cristallin se fait de façon indirecte par interaction du laser avec la plaque du titanium placée à l'extrémité de la pointe. Donc il n'y a pas de production d'énergie le long de la pièce à main, sauf à la pointe. Donc il est vraiment safety ce laser pour le patient et pour le malade. En pratique, donc ce console, donc il est assimilé à un console de PlayStation. Donc on va le connecter à l'aide de cette tubulure à la machine. Et cette machine peut se connecter sur toutes les plateformes de phacoémulsification sur le marché, même les vieilles machines qu'on a. On peut réveiller toutes les vieilles machines, et même à la nouvelle machine qu'on dispose dans nos services. Actuellement, je l'utilise avec la nouvelle machine qu'on a eue à Naples, c'est l'Elite de Bausch Lomb. Et ensuite, le fibre laser donc, va sortir de cette console pour aller à la pièce à main. Donc, comment on se connecte donc, sur la Stellaris de Phaco? Donc, la tubulure va se connecter à la sortie d'air. La machine de Phaco va générer de l'air et l'air comprimé va activer le laser donc, au niveau de la console et le laser va traverser donc, la machine par la fibre optique pour aller jusqu'à la pointe de la pièce à main. En fait, la pièce à main au laser sera connectée d'une part à la console du laser et d'autre part à la machine de Phaco. Donc, la gestion de fluide sera faite par la machine de Phaco qu'on dispose au service et le laser sera délivré par la console de laser. Donc, les constantes à régler. Donc, sur notre machine à pompe Venturi, on va régler le vide et sur les autres machines, on peut régler donc, le vacuum
et l'aspiration. Et on doit régler aussi le niveau d'irrigation. Donc on va placer, donc, programmer notre machine sur le mode vitrectomie pour générer de l'air. On va fixer donc l'aspiration tout dépend des habitudes du chirurgien, donc un vide pour aspirer les masses, donc une potence ou une pression pressurisée à 90. Ensuite, on va régler le niveau de coupe de vitrectomie. En fait, plus la cadence des coupes augmente, plus les vibrations d'air émises par la machine va stimuler l'émission du laser au niveau de la console. Sur la machine laser, on va régler la cadence des impulsions du laser et la puissance de laser qu'on a besoin. Plus la cataracte est dense, plus la puissance du laser sera importante. Donc, on passe donc, en fait, c'est le laser. Donc, on voit ici le laser quand on appuie sur la pédale. Il y a une interaction et la lumière va apparaître sur la pointe. Le laser va taper contre la plaque titanium placée à l'extrémité. Et cette interaction entre laser et plaque va générer une énergie concentrée autour de la pointe sans qu'elle se dissipe dans la chambre intracamérulaire. Et ensuite, la gestion du fluide sera gérée par la machine qu'on dispose. Donc, la cataracte, on fait donc, le rexis, les premiers gestes, puis donc, il faut un temps d'adaptation important, il faut choper. Si on ne chope pas, on ne peut pas négocier ces cataractes. Et en fait, il faut changer des habitudes puisqu'il n'y a pas de mouvement de va-et-vient. Il faut bouger la main de façon horizontale, comme si on utilise une oscillation pour pénétrer dans le cristallin et pour l'attraper. Donc, et avec cette machine, donc, la pièce à main, je l'utilise dès le début jusqu'à la fin, même pour l'aspiration et l'irrigation des masses. Donc, je n'ai pas besoin de changer la sonde d'irrigation. Donc, dans notre service, donc, on a comparé deux groupes, le groupe des ultrasons A et le groupe du nanolaser B. Donc, plusieurs critères d'exclusion au départ pour pouvoir éviter les biais de sélection. Donc, on a éliminé toutes pathologies qui peuvent interférer avec la déperdition cellulaire. Donc, j'ai éliminé au cours de la pratique, j'ai converti de la nano à la phaco, puisque la cataracte était un peu dense et je n'ai pas pu la négocier avec le nanolaser. Et on a éliminé aussi donc, les complications péropératoires. En fait, donc, les paramètres de comparaison, on a comparé la densité, donc la surface des cellules endothéliales, le coefficient de variation, la meilleure acuité visuelle, l'architecture de l'incision cornéenne, puisqu'on ne délivre pas d'énergie, donc on utilise une phaco froide, ce n'est pas une phaco où on a beaucoup d'énergie, et on a aussi suivi l'œdème cornéen. Le rythme était donc de suivi échelonné jusqu'à 6 mois. Les paramètres sont les mêmes, à part donc, la puissance du phaco, donc elle était à 40, et pour le nanolaser entre 4 et 8 millijoules. Les deux populations sont comparables statistiquement. En post-opératoire, l'acuité visuelle était comparable. L'œdème aussi, il était plutôt vers le côté phaco, aux ultrasons, mais il n'y a pas de différence significative. Mais la durée, au départ, je passais beaucoup plus de temps avec le nanolaser, puisque c'était une technique, il y a une courbe d'apprentissage en fait. Au départ, ils m'ont dit il n'y a pas de courbe d'apprentissage, mais j'ai remarqué qu'il faut une courbe d'apprentissage, il faut savoir choper, il faut savoir manier la sonde. C'est pas pareil, la sensation elle n'est pas pareille à la sonde d'ultrason. Donc, notre expérience avec le nanolaser passait par deux périodes. La première période, si on compare la densité endothéliale, il y a une différence significative en faveur du nanolaser. La déperdition, elle est moindre dans le nanolaser, mais elle n'est pas significative. Cette différence n'est pas significative dans la première période. Mais après un temps d'apprentissage, elle devient, après le deuxième 6 mois, on a une différence significative puisque on s'est habitué avec les mouvements de la sonde entre nos mains. De même pour la coefficient de variation, au départ, au premier 6 mois, donc, il y a un avantage du nano,
mais sans différence significative, alors que deuxième 6 mois, la différence, elle devient significative. Autre avantage de cette technologie, c'est une phagofragmentation froide, donc il n'y a pas de brûlure cornéenne. Donc l'énergie, se délivre à la pointe. Donc l'abéance, comme vous voyez sur les deux photos en bas, donc 2 mois post-opératoire, 3 mois post-opératoire, une cicatrisation presque parfaite de l'incision cornéenne. Alors qu'en phaco post-opératoire, aux US, il reste une béance dans les couches profondes de la cornée. Et c'était remarquable sur tous les patients qu'on a utilisé de la phaco-émulsification. Ceci dit, il n'y a pas aussi de différence significative entre les deux techniques en termes d'épaisseur cornéenne, de fréquence de béance épithéliale et de fréquence d'écollement endothélial. Le J1 post-op de la nanolaser, il est vraiment spectaculaire. Donc vraiment pas de pli de la desmée. Mais, vraiment, c'était des cas non-touch, comme si on n'a pas touché le globe oculaire, à part une hémorragie conjonctivale due aux pinces. Donc, au départ, ils m'ont dit qu'il n'y a pas de risque de rupture capsulaire. Non, j'ai eu un cas de rupture capsulaire. J'ai essayé de taper contre la capsule à distance et j'ai eu la rupture capsulaire. Donc, le terme qu'il n'y a pas de risque de rupture capsulaire est faux. Donc, il y a un risque de rupture capsulaire. Donc, il faut faire attention en regard des capsules en fin d'intervention. Cette technique est une technique chirurgicale plus prédictible. Elle peut se combiner avec toutes les plateformes de phaco. En plus, et surtout, elle peut être associée aux femtosecondes et on aura alors une chirurgie 100% laser. On prépare l'œil à l'aide du femto. On fait l'extraction du cristallin à l'aide du nanolaser, comme vous allez voir ici sur la plateforme du Technolase. Donc, on prépare le patient. Donc, après la capsulotomie, on fait donc la fragmentation, la découpe du cristallin à l'aide du femtoseconde. Et dans ce cas, ensuite, le patient sera transféré au bloc opératoire. Donc, ici, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de choper. En fait, il faut juste aspirer les masses et on aura alors une chirurgie 100% laser. Et ensuite, on peut implanter un implant multifocal. Et c'est l'avantage. Et ce sera le futur. Parce que nos futurs patients seront différents des patients qu'on a aujourd'hui, puisqu'ils seront plus demandeurs d'une acuité rapide et pointue. Donc, c'est l'avenir. Et on aura une chirurgie cataracte premium. Donc, les limites au début, c'était la densité de la cataracte, la durée de l'intervention était plus longue et le coût de l'intervention était plus élevé. Actuellement, avec la nouvelle acquisition des nouvelles sondes plus larges qui nous permettent de mieux aspirer les masses, donc on affronte donc, des cataractes plus denses et on vient de les acquérir au début de cette année, ces sondes, en fin de l'année 2018, en décembre. Et j'ai commencé à faire des cataractes plus denses et ça marche. Donc c'est une nouvelle technologie laser qui va révolutionner la chirurgie de la cataracte. Actuellement, petit à petit, mais ça viendra comme la phaco a commencé. Donc, et je pense, moi, je crois dans cette technologie. Donc c'est une technologie sécurisante, douce, avec une pièce à main à usage unique, un grand confort pour le patient et pour le médecin, et l'avenir pour le laser. Merci.